Zola renouvelle ainsi profondément la nature et la fonction du personnage romanesque. Comme les héros classiques, qui passent leur temps à raisonner leur passion dans de longs monologues, les personnages hugoliens ou stendhaliens restent avant tout une conscience, voire une âme. Ils sont l'incarnation même du libre arbitre. Vous vous souvenez sans doute de ce chapitre des Misérables intitulé « Une tempête sous un crâne » où l'ancien forçat, devenu Monsieur Madeleine, délibère longuement avec lui-même. Apprenant qu'on a arrêté un pauvre R à sa place, le vagabond Champmathieu, il est confronté à un dilemme typiquement cornélien. Laisser condamner l'innocent et continuer son œuvre de bienfaisance, ou renoncer à faire le bien autour de lui pour empêcher une erreur judiciaire. Il va sans dire qu'il surmontera tous les prétextes qu'il se donne à lui-même et qu'il se dénoncera à ses risques et périls. Quant à Julien Sorel, il semble ne vivre que par la pensée et pour l'analyse de son moi. Cette étude continue et exclusive de la fonction du cerveau, sous le prétexte que le cerveau est l'organe noble, est un leurre, écrit Zola. La pensée est le produit du corps entier. Faites donc penser un cerveau tout seul. Voyez donc ce que devient la noblesse du cerveau quand le ventre est malade. C'est pourquoi Zola privilégie l'analyse de la psychopathologie. Les pages qu'il consacre au délirium très mince de Coupeau dans l'Assommoir ont en ce sens valeur de manifeste. Mécanisé par l'alcool, Coupeau joue des quilles et de la gueule pendant 4 jours avant de mourir. Avec ses 42 fièvres, son ventre et ses épaules agités d'un frémissement d'eau sur le point de bouillir, il a tout d'une machine à vapeur en surchauffe. Zola conçoit en effet la santé selon un modèle thermodynamique. Suivant la physiologie de Lavoisier, il pense la digestion et la respiration comme un phénomène de combustion. Les aliments et la boisson sont le calorique de la machine humaine qui rend cette énergie soit en travail, soit en chaleur. Coupeau n'ayant pas converti ses apports caloriques en travail, il les rend en fièvre, en mouvements involontaires et en idées délirantes. Coupeau est en quelque sorte le pantin matérialiste, l'inverse du pantin métaphysique hérité de la tragédie classique. Son cerveau détraqué fonctionne comme un automate dérisoire, comme une machine à souvenirs qui s'emballe. Son délire n'en a pas moins une profonde humanité, et le monologue de la conscience aliénée vaut bien celui de l'introspection. Il évoque pêle-mêle une fusillade sur les boulevards, au lendemain du coup d'État, les démolitions du baron Haussmann, l'attentat d'Orsini en 1858, son émerveillement d'enfant devant les lampions d'une fête foraine, sa lâcheté de mari complaisant, son désir pour la grande Clémence, ses idées suicidaires et son dégoût de lui-même, toute sa pauvre vie en somme. Pierre Bourduge nous lira le texte tout à l'heure. Le naturalisme bouleverse ainsi toute l'économie du roman. Il renouvelle non seulement son univers en l'ouvrant à de nouveaux objets, mais encore l'architecture de l'intrigue. Cette révolution, Zola la pensera sur le modèle de l'introduction à la médecine expérimentale. Il n'a probablement pas lu l'ouvrage de Claude Bernard paru en 1865 avant 1878. S'il s'enthousiasme pour ce livre dans le roman expérimental en 1880, c'est qu'il y trouve une confirmation éclatante de la méthode qu'il a conçue lui-même au milieu des années 60 pour définir son projet littéraire. Dès 1866, Zola convoquait les mathématiques au service de ce projet parce qu'elles sont le langage du déterminisme et le modèle de la logique analytique. Le romancier naturaliste déduit l'intrigue des personnages. Il renonce au coup de théâtre improbable ou au hasard qui fait trop bien les choses. Toute invention extraordinaire est bannie du roman naturaliste, écrit Zola. On n'y rencontre plus des enfants marqués à leur naissance, puis perdus pour être retrouvés au dénouement. Il n'y est plus question de meubles à secret, de papiers qui servent au bon moment à sauver l'innocence persécutée. L'intrigue naturaliste se réduit au mécanisme des faits. Le concept de choc, emprunté à la physique, est en quelque sorte pour lui l'antidote du concept littéraire de rebondissement, le garde-fou de l'imagination romanesque. Vous n'aurez qu'à grouper quelques êtres, à les heurter et à étudier les chocs qui se produiront, écrit-il. L'un des principaux ressorts des intrigues zoliennes consiste à perturber un état d'équilibre originel
par l'introduction d'un nouveau personnage. Le nouveau venu agit un peu comme une boule qui entrerait en collision avec d'autres et les mettrait en mouvement. Prenons Thérèse Raquin par exemple. Thérèse s'étiole entre son mari et sa belle-mère qui tient une mercerie dans le passage du Pont-Neuf, et la situation semble n'avoir aucune raison de changer. Il suffit que Laurent entre dans la boutique pour que s'enclenche le drame. Laurent avait été pour elle ce qu'elle avait été pour Laurent, une sorte de choc brutal, écrit Zola. On retrouvera ce modèle mécanique dans Le ventre de Paris, où le républicain Florent, évadé de Cayenne, arrive dans l'opulente charcuterie de son frère Quenu comme une quille dans un peuple de boules. La métaphore est transparente. L'intrus sera impitoyablement éliminé par la conjuration des honnêtes gens. Comme Claude Bernard le fait pour les organismes vivants, Zola introduit donc dans l'étude d'effets psychiques et sociaux les procédures qui ont fait leur preuve en physique. Le meilleur moyen pour comprendre la fonction d'un organe, d'un nerf ou d'un muscle, pour Claude Bernard, c'est bien en effet de lui imposer un choc électrique, une injection d'acide, la section d'un nerf, etc. Les perturbations qui s'ensuivent dans l'organisme révèlent sa fonction ordinaire. Étudier la santé par la maladie. Voilà la méthode de Claude Bernard. C'est exactement ce qui se passe dans le roman. Florent est littéralement vomi par les petits bourgeois dont il a troublé la digestion. Quel gredin que les honnêtes gens, voilà ce qu'il faut conclure de l'expérience fictive du roman. Évidemment, dira-t-on, les êtres humains ne sont pas de simples boules de billard. Une boule ne réagit pas, elle est emportée par le mouvement que lui communique le choc. Toutes les boules du jeu, dans les mêmes conditions, auront la même trajectoire et la même vitesse. Il n'en va pas ainsi des hommes. Autant d'hommes et autant de sujets, car sous l'impulsion d'un même ressort, chaque organisme moral se comporte différemment, reconnaît Zola. Mais cela ne signifie pas qu'il soit libre pour autant. C'est ce qu'il entreprend de démontrer dans Thérèse Raquin. Comme il l'avouera lui-même dans la préface à la 2e édition, l'âme est parfaitement absente de son roman, et ses personnages sont absolument dépourvus de libre arbitre. Pour mettre en évidence le déterminisme qui sous-tend l'illusion de la liberté, il faut dépasser la physique. Cette fois, Zola prétend procéder comme les chimistes. Son modèle en la matière, c'est Lavoisier, le père de la chimie moderne, qui le premier a réalisé l'analyse de l'eau et celle de l'air. Après en avoir découvert les éléments, il les a reconstitués. Il a fabriqué de l'eau à partir d'oxygène et d'hydrogène, et de l'air à partir d'oxygène et d'azote. Il prouvait ainsi, par la synthèse, la validité de son analyse. Lorsque la méthode analytique n'était pas trouvée, on faisait de l'alchimie, écrit Zola. Dès qu'on en est revenu à l'étude des faits, étudiés séparément puis groupés ensemble, on a fait de la chimie. On a marché à grands pas vers la vérité. La théorie de Lavoisier était littéralement révolutionnaire. Tout à coup, l'air et l'eau perdaient leur mystère. Ils devenaient des composés chimiques dont les propriétés découlent de la structure élémentaire. Zola veut accomplir la même révolution dans la compréhension des comportements humains. Il veut élucider le mystère des tempéraments, ramener la diversité des réactions individuelles à des lois immuables. De même que les substances chimiques sont faites d'éléments simples diversement combinés, de même la personnalité individuelle n'est pour lui qu'une combinaison de réalités physiologiques élémentaires: le sang, la lymphe, les nerfs et la bile. Ces 4 éléments sont comme un alphabet dont les lettres se combinent pour former le vocabulaire primaire ou la typologie des tempéraments. S'il y a 4 personnages principaux dans Thérèse Raquin, c'est qu'il y a 4 tempéraments principaux, tous résultant d'une combinaison particulière des mêmes éléments, du même alphabet physiologique. Pour la première fois, Zola inaugure une méthode qui prendra une importance considérable dans les Rougon-Macquart: distribuer les personnages en fonction d'une combinatoire préétablie. Ces 4 éléments, présents en tout un chacun, sont opposés 2 à 2. La lymphe est la modalité féminine appauvrie du sang, comme la bile est la modalité masculine disciplinée des nerfs.
C'est de leur dosage respectif et de la structure de la combinaison que naissent les personnalités et les personnages. Le sang et la lymphe déterminent la nature libidinale du sujet, son degré de sensualité et de passivité. Les nerfs et la bile sont des principes actifs qui déterminent son degré d'énergie et de résistance. Que le sang domine les nerfs, et l'on aura un jouisseur placide, paresseux et facilement contenté, comme Laurent tel que le voit Thérèse au début du roman. Laurent, grand, fort, le visage frais, l'étonnait. Elle contemplait avec une sorte d'admiration son front bas, planté d'une rude chevelure noire, ses joues pleines, ses lèvres rouges, sa face régulière, d'une beauté sanguine. Au fond, c'était un paresseux, ayant des appétits sanguins, des désirs très arrêtés, de jouissances faciles et durables. Ce grand corps puissant ne demandait qu'à ne rien faire, qu'à se vautrer dans une oisiveté et un assouvissement de toutes les heures. Il aurait voulu bien manger, bien dormir, contenter largement ses passions, sans remuer de place, sans courir la mauvaise chance d'une fatigue quelconque. Que la lymphe l'emporte, et l'on aura un être chétif et malingre comme Camille, le valétudinaire à demi impuissant qu'a épousé Thérèse. Bien que Zola n'emploie jamais le mot à son sujet, son tempérament est bien celui du lymphatique. Les individus lymphatiques, dit le Larousse du XIXe siècle, se font remarquer par leur peau blanche et fine, leurs cheveux blonds, leurs yeux bleus, leur forme arrondie et un peu féminine, la mollesse de leurs tissus, la lenteur de leurs mouvements et leur apathie générale. Ils paraissent sentir moins vivement que les autres et sont ordinairement très lents à prendre une décision. Ils souffrent souvent de rachitisme et de tuberculose. C'est exactement le portrait de Camille, qui tremble toujours de fièvre et dont la maladie a appauvri le sang. Il était petit, chétif, d'allure languissante, écrit Zola. Les cheveux d'un blond fade, la barbe rare, le visage couvert de taches de rousseur, il ressemblait à un enfant malade et gâté. Que les nerfs dominent, et l'on aura un tempérament ardent, comme Thérèse, l'Algérienne, aux souplesses félines, aux muscles courts et puissants, dont toute l'énergie et toute la passion se révéleront au cours du roman. Que la bile prenne le dessus, et l'on aura une volonté de fer, comme celle de Madame Raquin, imposant à Thérèse une vie de recluse, puis poursuivant les deux meurtriers de son implacable volonté de vengeance. Malgré la modestie de ses ambitions, Madame Raquin est bien en effet une bilieuse, non seulement au sens ordinaire du terme, puisqu'elle se ronge les sangs d'inquiétude pour Camille, mais encore au sens médical du terme. Le trait dominant des tempéraments bilieux est l'obstination. Leurs déterminations sont fortes, hardies et suivies avec une persévérance à toute épreuve, dit le Larousse, et leur opiniâtreté est visible sur leur physionomie. Je lis dans ses yeux une pensée implacable, dira Thérèse. Frappée de paralysie, comprenant que sa langue est morte, Madame Raquin parvient pourtant à galvaniser en quelque sorte sa main droite avec une puissance de volonté étonnante pour écrire le nom des assassins de son fils. Seule la bêtise de ses invités l'empêche de démasquer Thérèse et Laurent. À cette combinatoire interne déterminant la typologie des tempéraments s'articule une combinatoire externe, car les tempéraments ne sont pas des réalités autonomes et figées, ils interagissent. En chimie, lorsqu'on met en présence certains corps, il naît de leur combinaison un corps dont les propriétés sont personnelles, remarque Zola. Le passage du Pont-Neuf, avec ses verrières, fonctionne comme un tube à essai dans lequel le chimiste des passions, après avoir étudié une première combinaison, va introduire un redoutable catalyseur. Mettez ensemble une femme nerveuse, un mari lymphatique et une mère bilieuse dans un milieu fermé comme un bocal, et vous aurez un mélange stable ou inerte. Le tempérament nerveux de Thérèse, comme privé d'oxygène, se consume, se ronge de l'intérieur. Introduisez un homme sanguin dans cette cornue géante, et ses nerfs entreront en éréthisme. Sa nature ardente s'embrasera dans l'incendie de la passion. Laurent, étonné,
trouva sa maîtresse belle. Sur son visage couraient des lumières ardentes, des sourires passionnés. On eût dit que sa figure venait de s'éclairer en dedans, que des flammes s'échappaient de sa chair. Et autour d'elle, son sang qui brûlait, ses nerfs qui se tendaient, jetaient ainsi des effluves chaudes, un air pénétrant et âcre. Là encore, c'est Lavoisier qui sert de modèle à Zola. Lavoisier démontre que la combustion résulte de la fixation d'oxygène. C'est par analogie à ce phénomène que Zola pense l'attirance de Thérèse pour Laurent. « Il me semblait que ton sang me jetait des bouffées de chaleur au passage, » lui avoue Thérèse. Et c'était cette sorte de nuée ardente dans laquelle tu t'enveloppais qui m'attirait et me retenait auprès de toi, malgré mes sourdes révoltes. Le sang, il ne faut pas l'oublier, transporte l'oxygène. L'attirance sexuelle n'est ici rien d'autre qu'une affinité chimique, une attraction, la capture d'un élément par un autre. L'élimination de Camille par les amants est la conséquence inévitable de cette passion ardente. Le vice et la vertu sont des produits comme le sucre ou le vitriol, écrit Zola, avec un goût évident de la provocation. Le chétif Camille sera donc noyé au cours d'une promenade en barque. Et c'est alors une réaction en chaîne que nul ne peut maîtriser, car le tempérament sanguin de Laurent, ébranlé par les pulsions nerveuses de Thérèse, perd le bel équilibre qui lui permettait de jouir sereinement de ses maîtresses, comme des plaisirs de la table ou des délices de l'oisiveté. Peintre médiocre, jusqu'alors trop placide pour avoir du génie, il voit son talent exalté, mais le visage du noyé, qu'il a contemplé à la morgue, hante toutes ses toiles. La chair flasque du cadavre se glisse entre les draps des amants, incapables désormais de jouir l'un de l'autre, et le désir sexuel se convertit en rage homicide. En proie à de terribles hallucinations, Thérèse et Laurent finissent par se suicider, faute de pouvoir s'aimer.